Imaginez, vous partez en voyage à l'autre bout du monde avec votre meilleur ami et ensemble, vous décidez de faire une randonnée. Mais quelques heures après le début de celle-ci, vos relevés téléphoniques montrent que vous avez tenté de joindre les secours en vain et vous disparaissez. Après des jours et des jours de recherche, votre caméra est retrouvée et quand les enquêteurs décident de regarder à l'intérieur, ils trouvent ceci. Évidemment, vos photos sont retrouvées, mais vous, non. Jamais. Imaginez l'enfer vécu, qu'il soit criminel ou accidentel, pendant plus de 10 jours, seul, en pleine jungle panaméenne. Vous vous en doutez, cette histoire n'est absolument pas imaginaire, mais bel et bien l'histoire de Chris Kremers et Lisanne Froon. Bienvenue dans cette nouvelle Auroria. Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle Auroria spéciale Halloween. C'est bientôt Halloween et quoi de mieux que le mois d'octobre pour partager avec vous les histoires qui me font personnellement le plus flipper. L'histoire de Chris Kremers et Lisanne Froon, elle est horrible. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Si vous connaissez cette histoire, sachez que je suis pratiquement sûre à 99% que vous allez apprendre des choses dans cette vidéo. Je n'ai jamais fait autant de recherches, je me suis jamais autant arraché les cheveux, j'en ai fait des cauchemars. Cette histoire, elle m'obsède depuis des semaines, c'est pour ça que ça a mis du temps à sortir. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, je suis désolée de vous emmener là-dedans parce que sachez que vous allez en faire une obsession. Il y a un nombre de théories sur internet, mais vous n'avez pas idée. Il y a aussi un nombre de fausses informations qui circulent dans des vidéos YouTube, etc. et j'ai trop hâte de débunker ça avec vous. À mon avis, ça va vraiment être une longue vidéo. Donc je vous conseille vraiment de vous mettre dans le noir. Petit plaid, et je vous conseille même de regarder cette vidéo à plusieurs si vous pouvez, parce que vous allez vouloir débattre. Et si vous êtes seul, et bah c'est pas grave, on va débattre ensemble dans les commentaires. Je suis hyper hypée là par cette vidéo. Personnellement, c'est mon Auroria préférée de l'année. Voilà, c'est dit. Et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette affaire ultra mystérieuse. Et avant ça, place au sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Luxéol. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que récemment, je suis partie voir la team Luxéol et c'était vraiment trop cool. Pour moi, ils étaient tous à Paris, etc. Que nenni, ils sont tous dans le sud. Les sudistes, vous avez trop de chance, votre région, elle est incroyable. Et j'ai eu la chance de rencontrer toute la team Luxéol. On a vu vraiment tous les employés, les bureaux, les patrons et c'est vraiment encore plus cool de faire des collabs avec des marques quand on sait qui il y a derrière, où est-ce qu'ils travaillent, comment ils travaillent, etc. Du coup, on a aussi vu des nouveautés, mais je peux rien vous dire. Donc en attendant les pépites Luxéol qui arrivent, on va parler des produits qui sont déjà là et qui m'ont déjà convaincue. J'ai encore coupé 8 à 10 cm de cheveux il y a quelques semaines. Est-ce que vous auriez pu le dire? Non, je suis désolée, mentez pas. Cette année, je me suis déjà coupé les cheveux 3 fois et pourtant je garde ma longueur et je suis trop contente et je remercierai jamais assez Luxéol puisque c'est en partie grâce à eux. J'ai déjà testé et terminé une première fois leur gamme Croissance qui est trop bien. Cette gamme, elle est conçue pour accélérer la croissance des cheveux. Par contre, c'est important d'utiliser toute la routine, les 3 produits à peu près 3 fois par semaine et cette gamme est enrichie en ginseng. Alors à chaque fois je me fais disputer dans les commentaires, je sais plus comment ça se dit, ok, j'ai un peu des pertes de et en fruits d'Amla. Mon produit préféré de toute la gamme, c'est le shampoing. Vraiment déjà j'adore le packaging, c'est hyper facile à utiliser dans la douche. Les ingrédients sont à 95% d'origine naturelle, c'est sans silicone et sans tensioactif sulfate. Fabriqué en France, of course. Que vous dire de plus, à part que si vous voulez tester, j'ai un code promo pour vous. Vous pouvez avoir non pas moins 10, non pas moins 20, mais moins 30% avec le code Auria30 sur luxeol.com. Et si vous testez comme d'habitude, je veux vos retours dans les commentaires ou en DM sur Insta. C'est très important pour moi de savoir que quand je vous recommande un truc et que vous craquez et que vous me faites confiance, vous êtes satisfait après. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, maintenant qu'on a de très beaux cheveux grâce à Luxéol, on va pouvoir aller se les tirer avec cette affaire. Donc maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Aujourd'hui, les trigger warnings,
Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Toute cette affaire peut vous faire peur, tout est étrange, il n'y a pas vraiment de trucs qui peuvent faire tiquer, en tout cas je pense pas. Avant d'arriver à la fameuse journée de la randonnée, on va un petit peu apprendre à découvrir les filles. Chris Kremers, c'est la fille de Hans et Roelie Kremers. Elle est née le 9 août 1992 à Amersfoort, dans la province d'Utrecht, aux Pays-Bas. Elle aurait un frère et une sœur, mais il faut savoir qu'après le drame, la famille Kremers, elle était impliquée, mais elle est restée quand même discrète sur les aspects de leur vie privée. Donc ça, c'est vraiment des spéculations, il n'y a pas de source officielle pour dire qu'elle avait un frère et une sœur. Chris, elle fait ses études à l'université d'Utrecht pour être diplômée en éducation culturelle et sociale. Elle est décrite par son entourage comme une jeune femme extravertie, créative et très sociable. De ce que j'en ai lu, c'est vraiment une leaduse, un bout en train, quelqu'un qui, quand elle rentre dans une pièce, se fait remarquer par son aura, par sa joie, par le fait d'aller vers les autres, etc. Physiquement, elle a les cheveux roux, les yeux bleus et elle mesure 1,64 m. Lisanne, quant à elle, est également née à Amersfoort le 24 septembre 1991. Ses parents s'appellent Peter et Dini et elle a une grande sœur qui s'appelle Martine. Des deux filles, donc entre Chris et Lisanne, c'était la plus sportive puisqu'elle faisait du volley à l'université et puis elle avait également essayé le parachutisme et l'alpinisme. Avant leur départ en voyage, Lisanne a été diplômée en sciences appliquées et au niveau du caractère, elle est vraiment décrite comme beaucoup plus introvertie que Chris. Et puis on parle d'elle comme d'une jeune femme joyeuse et très intelligente. Et pour info, elle est beaucoup plus grande que Chris puisqu'elle mesure 1,84 m. Les deux jeunes femmes, avant de devenir amies, en fait, elles étaient collègues. Elles travaillaient toutes les deux à temps partiel dans le café In den Kleinen App à Amersfoort. Et en fait, entre elles, ça match hyper rapidement, même si elles sont très différentes. Je pense que vous l'avez compris de par les descriptions que je viens de vous faire. On a vraiment Chris qui est très extravertie et Lisanne qui est assez timide, assez dans son coin. Donc on pourrait se dire, bah elles sont hyper différentes, elles pourront pas s'entendre. Et en fait, pas du tout, parce qu'elles se complètent à merveille. Pour avoir déjà eu ce type d'amitié, je pense que Chris, elle sortait un petit peu Lisanne de son cocon et que Lisanne, elle apprenait à Chris à se poser un petit peu. Après des années d'amitié, il est temps en 2014 pour Chris de faire découvrir son amour pour l'Amérique latine à Lisanne. Chris, en fait, elle a découvert l'Amérique latine grâce à un voyage qu'elle a effectué au Pérou en 2012 avec ses parents. Et depuis, elle n'a qu'une envie, découvrir d'autres pays. Et quoi de mieux que de vivre ça avec sa meilleure amie, Lisanne, qui, elle, n'a jamais voyagé plus loin que le sud de l'Allemagne. Ni une ni deux, c'est décidé, elles vont faire ce voyage de rêve, et puis en rentrant, elles vivront ensemble dans un appartement. Les filles contactent alors par mail l'école Spanish by the Sea en septembre 2013, et puis les tarifs leur sont envoyés par mail en octobre 2013. Elles font toute la paperasse, etc. Et puis à leur âgé de 22 et 21 ans, Lisanne et Chris partent pour le Panama le 15 mars 2014. Et leurs proches leur disent au revoir sans se douter que ce sont en fait des adieux. La durée de leur voyage est de 6 semaines et elles choisissent d'abord de s'arrêter pendant 2 semaines à Bocas del Toro, une station balnéaire située sur la mer des Caraïbes, afin de suivre des cours d'espagnol. Elles sont parties le 15 mars, mais le voyage a été très long puisqu'elles ont pris un avion, je crois qu'elles sont arrivées au Costa Rica et qu'ensuite elles ont pris un bus et un bateau, si je me trompe pas. En tout cas, elles arrivent le 17 mars à l'école Spanish by the Sea, située à Isla Colón, dans la ville de Bocas del Toro, au Panama. Et voici les premières pensées de Lisanne qu'elle a posées dans son journal intime pour résumer le 15, le 16 et le 17 mars 2014. Waouh, c'est tellement long! Quel voyage! Heureusement, j'avais presque oublié tout ça en arrivant dans le magnifique et accueillant Bocas del Toro. Je n'aimerais pas être retrouvée morte à San José, bien que la probabilité soit assez élevée à San José. Mais je pourrais vivre à Bocas pour le reste de ma vie. Peut-être quand je prendrai ma retraite. Je suis assise au soleil, que je ne pourrais d'ailleurs pas supporter beaucoup plus longtemps. Il fait chaud. Et je regarde bien autour de moi mon nouveau logement pour les 2 prochaines semaines. La chaleur est déjà très particulière. Même à l'ombre, j'ai l'impression que je pourrais encore brûler vive. Mais malgré cela, le soleil est en fait plutôt agréable. À quel point cela peut-il rendre une personne intensément heureuse? Des chatons, des chats errants, oui, ils sont des habitués ici. Ils se promènent partout, tout comme les petites salamandres, même sous la douche. S'ils arrivent à éloigner les araignées, ils pourraient vraiment devenir mes meilleurs amis. Dans cette école, elles font la connaissance de 2 Hollandais, Bas et Edwin, avec qui elles deviennent amies.
Forcément, ils parlent la même langue. Elle rencontre également Mart, un autre Hollandais, lors d'excursions à la plage. Et puis le 28 mars, Chris et Lisanne dînent avec Paz et Edwin pour leur dire au revoir, puisqu'ils repartent chez eux le 1er avril et que les filles changent de ville le lendemain. Ce fameux lendemain, le 29 mars, elles visitent et flânent un petit peu dans la ville une dernière fois, et puis depuis leur auberge, eh bien elles entament un trajet de 200 km en navette pour se rendre à Boquete, une ville touristique dans la province de Chiriquí, au Panama. Le programme là-bas est simple. Pendant un mois, elles vont vivre dans une famille d'accueil à Alto Boquete, au sud de Boquete, chez Myriam Guerra. Myriam, c'est une femme qui fait famille d'accueil pour l'école de langue, qui accueille donc des étudiants, elle est assez habituée à ça, elle lui prend plaisir, et donc elle accueille les filles chez elle. Et puis en plus de ça, Chris et Lisanne, elles ont prévu d'être bénévoles dans la crèche Aora, qui prend en charge des enfants défavorisés. Et là, forcément, le mood y change. Parce qu'on passe de 2 semaines de vacances de rêve, où les journées, elles étaient rythmées par quelques cours de langue, certes, mais surtout par les plages et les rencontres, la fête, plein de belles découvertes, à des journées dans une famille qu'elles ne connaissent pas, dont elles ne parlent pas vraiment la langue. Donc Lisanne a son mal du pays, il s'accentue un petit peu, et puis elle se sent malade, elle se sent fatiguée, elle n'est pas au top de sa forme. Je vous rappelle qu'elle n'avait jamais réellement voyagé, et là, ça y est, ses proches lui manquent. Elle écrit alors ses pensées dans son journal intime. Je suis assise ici, les larmes aux yeux et qui coulent sur mes joues. La vue sur les montagnes est magnifique, la maison est spacieuse et la famille est sympathique. Je suis même ici avec Chris, qui m'est si familière. Mais malgré tout, je veux rentrer à la maison. Je n'ai eu aucun problème pendant 2 semaines et soudain, je suis devenue complètement folle. La transition de 2 semaines de vacances animées à la vie d'une véritable famille panaméenne, c'est juste trop pour moi. Je n'arrive pas à me faire comprendre et c'est la vraie vie. Ce n'est plus des vacances. J'ai été beaucoup trop naïve en pensant que je pourrais gérer ça. Parce que c'est exactement le genre de situation que je ne peux pas gérer. Même maintenant, à 22 ans, alors que je vis seule, je suis complètement dépassée. Je veux que maman et papa me prennent dans leurs bras et me disent que tout ira bien. Mais je ne peux pas leur faire savoir comment je me sens maintenant parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. C'est justement parce que j'ai 22 ans que je pense que je dois résoudre ça toute seule. Pourtant, je me sens maintenant comme une petite fille de 2 ans qui crie après sa mère à 2 mètres d'elle. Je ne voulais pas vraiment ça, mais j'y suis allée quand même. Parce que je pensais que je devais pouvoir le faire. Le test final avant de pouvoir être vraiment heureuse avec moi-même. Jusqu'à présent, j'ai échoué lamentablement. Merde. Le 30 mars 2014, elle écrit « Bon, les larmes ont disparu, mais c'est toujours étrange. Je me sens encore comme une petite intruse dans cette famille. Délicieux pain perdu pour le petit déjeuner. J'ai exploré Boquete l'après-midi, c'était sympa. Quel monde différent à Bocas. Ici, c'est venteux et il y a des montagnes tout autour de toi. Magnifique. Tu peux aller presque partout ici pour 60 centimes. L'après-midi, nous sommes aussi allés à l'école pour vérifier quelques excursions. Ça devrait bien se passer. Nous mangeons principalement du riz ici, d'ailleurs. Et demain, notre premier jour à Aora. Excitant. En plus de ce retour à la réalité un petit peu compliqué à gérer, surtout pour Lisanne, les filles doivent également gérer des soucis d'organisation le 30 et le 31 mars. Le 30 mars, en fait, elles vont donc à l'école de langue et puis elles assistent à un discours de bienvenue et c'est pendant cette journée qu'elles expriment leur envie de faire des excursions. C'est là qu'on leur recommande un guide local nommé Feliciano. Malheureusement, le 31, elles apprennent qu'elles ne pourront commencer leur travail que dans 1 semaine. Le 31 mars, Lisanne écrit « Burk. Notre premier jour a été un désastre. En arrivant à l'heure à Aora, on ne nous reconnaît même pas ni nous accueille chaleureusement. La seule chose qu'on nous dit est « No proxima semana ». Nous ne sommes les bienvenus que la semaine prochaine. Quoi? Nous sommes retournés déçus à l'école de langue et en effet, la crèche n'a du travail pour nous que la semaine prochaine. Mais bien sûr, ça ne nous sert à rien. Peut-être pourrons-nous commencer demain à Casa Esperanza? Croisons les doigts. Pour atténuer un peu notre déception, nous sommes allés chez Sigrid pour un massage complet. Un peu de plaisir. Demain est un autre jour. Hasta la mañana. Et Chris, qui tient elle aussi un journal intime, écrit « Aujourd'hui a été une journée étrange. Nous devions aller au projet pour la première fois. Nous étions assez nerveuses et trouvions cela stressant. En arrivant, nous nous sommes présentées, pensant que la femme savait qui nous étions puisqu'elle nous attendait, après tout. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'a montré aucun signe de reconnaissance et a dit que ce n'était pas possible de commencer maintenant et que nous devions revenir la semaine prochaine. Très peu amicale, pas du tout chaleureuse ni cordiale. Nous sommes donc partis très déçus. Nous n'avons pas été reçus ouvertement et nous nous sommes pas sentis les bienvenus.
ce qui nous a surprises. Nous n'avons pas non plus compris ce qui se passait exactement. Ensuite, nous sommes retournés à l'école de langue pour raconter notre histoire et obtenir des réponses. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de place ou de travail pour nous cette semaine dans ce projet et que donc nous ne pouvions pas commencer. L'école a aussi trouvé cela étrange car nous avions planifié cela des mois à l'avance. Ensuite, nous avons dû attendre toute la journée que Marjolaine nous dise si nous pouvions peut-être faire partie d'un autre projet pour cette semaine. Finalement, nous avons appris qu'elle n'avait pas encore pu parler à la coordinatrice des bénévoles, donc elle n'était pas sûre, mais elle pensait que nous pourrions commencer. Elle a également dit que c'était un bon projet et après avoir lu là-dessus, nous sommes devenus enthousiastes. Demain, ils essaieront de joindre cette femme et si cela nous plaît vraiment, nous pourrons aussi y rester. Parce que nous n'avons pas vraiment envie de retourner à Aora, car on ne s'est pas du tout senti les bienvenus là-bas. Et cela a vraiment été une énorme déception. Espérons que notre projet soit vraiment sympa. Eh bien, allons-y avec le flow panaméen alors. Forcément, ce couac dans l'organisation entre les écoles de langue, la crèche, etc., eh bien ça leur laisse pas mal de temps. Et c'est pourquoi elles se renseignent, puis elles bookent la visite guidée d'une culture de fraises le 2 avril et une randonnée au volcan Barou le 5 avril. Mais pour l'instant, on est le 1er avril, elles n'ont donc aucun travail à faire à la crèche à Aura, donc elles passent à la pharmacie afin d'acheter du répulsif contre les moustiques, elles s'arrêtent au restaurant Nelvis pour prendre un petit déjeuner, et puis après avoir fait quelques recherches sur internet, elles décident de faire une petite randonnée. Et la randonnée El Pianista, qu'elle débute à 11h du matin. Et là, les copains, il va falloir s'accrocher. Le parcours dans cette zone montagneuse et boisée est de 7,9 km. Ça fait à peu près 2h30 de marche pour atteindre le sommet qui s'appelle le sommet Mirador et donc logiquement, dans 5 heures, elles sont rentrées. Dans leur sac à dos, pas grand chose. Encore une fois, c'est une petite randonnée qui n'est pas réputée pour être difficile. Donc elles n'ont même pas leurs papiers. Il me semble que Lisanne a embarqué une carte d'identité, quelque chose comme ça. Sachez que quand je suis évasive, c'est parce que vraiment, il y a des infos qui sont un petit peu gardées dans cette affaire. Et puis, il y a aussi beaucoup de bêtises. J'ai vu beaucoup que Lisanne avait son passeport, etc. Sauf que j'ai vu des photos de son passeport dans sa chambre et je crois qu'il a été retrouvé dans sa chambre. Donc si je suis évasive, c'est que il n'y a pas de source fiable à 100%. Donc elles n'ont pas réellement leurs papiers, elles ont pris un tout petit peu de nourriture, une bouteille d'eau pour deux, des lunettes de soleil, leur téléphone évidemment, et puis leur appareil photo. Les filles commencent leur randonnée vers 11h et elles atteignent le sommet vers 13h. Et sur les photos, elles ont l'air ravies de cette expérience et de ce moment vécu ensemble. Et puis une fois le sommet Mirador atteint, vers 13h39, il n'y a plus de réseau sur leur téléphone. Et malheureusement, après ça, il se passe quelque chose. Quelque chose qu'on va essayer, vous et moi, de comprendre dans cette Auroria. Le lendemain, le 2 avril, dans la matinée, Feliciano González, le fameux guide local qui avait été recommandé aux filles il y a quelques jours, il a rendez-vous avec Chris et Lisanne, souvenez-vous, pour la visite guidée d'une culture de fraises. Seulement, elles sont pas là. Et de leur côté, les proches des filles commencent à s'inquiéter, parce que normalement, ils ont des nouvelles d'elles assez régulièrement, tous les jours en fait, et depuis la veille, plus rien. La police est alors contactée le 3 avril par Feliciano et Eileen qui bossaient parfois avec lui. Alors il y a des personnages vraiment... faut comprendre. Donc en fait, Eileen, c'est une Allemande qui vivait au Panama, qui travaillait de temps en temps avec Feliciano et qui est une amie d'Ingrid Lomers. Et Ingrid, en fait, c'est la boss, c'est la propriétaire des écoles de langue. Je récapitule, Ingrid, c'est la boss de l'école de langue. Eileen, apparemment, elle bossait un peu avec Feliciano, mais sur quoi ? On sait pas trop. Apparemment, elle était assistante, manager dans les hôtels et je pense qu'elle devait envoyer des étudiants et des touristes vers le guide Feliciano pour leur recommander des excursions. Et donc, on a aussi Feliciano, le guide. J'espère que vous avez suivi. Et donc ce petit groupe prévient la police parce qu'ils s'inquiètent de ne pas voir revenir les filles. Les recherches aériennes commencent alors au-dessus de la forêt, les locaux et les habitants des lieux aident également à chercher les filles, mais les recherches de la protection civile nationale sont un peu faibles. Parce que d'abord, pour commencer des recherches au Panama, il faut attendre un délai de 48 heures. Déjà, ça a un petit peu du mal à démarrer. Et vous le savez, si vous êtes habitué aux affaires de disparition, les premières 24 heures, c'est les plus importantes et c'est dans ce court laps de temps que tout se joue. Seulement là, les recherches pour trouver Chris et Lisanne,
eh ben, elles sont désordonnées, et puis la police, en vrai de vrai, elle n'y met pas vraiment du sien, puisque pour les enquêteurs, Chris et Lisanne, eh ben, c'est sûrement deux touristes un petit peu fêtardes qui sont en train de décuver quelque part, peut-être chez des habitants de la région. Déjà, ça commence très très mal. Et puis malheureusement, les jours passent, et peu à peu, les recherches diminuent après que l'intervention de chiens renifleurs, d'hélicoptères et d'équipes au sol pendant une dizaine de jours ne donne absolument rien. Les proches de Chris et Lisanne arrivent sur place le 6 avril pendant les recherches, et malgré l'aide de détectives des Pays-Bas, qu'ils ont eux ramenés de là-bas, eh bien ils repartent complètement désespérés. Même à distance, les familles des filles offrent une récompense de 2500 $ à quiconque donnera une information sur la disparition de Chris et Lisanne. Et cela ne donne rien jusqu'à ce que la récompense soit augmentée. D'abord à 30 000 $, puis à 40 000 $. Et là, Irma Mirando, une fermière indigène Ngob, j'espère que je le dis bien. En fait, c'est un peuple autochtone. Et un autochtone, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelqu'un qui est issu du sol même où il habite. Ils sont en fait natifs de leur lieu d'habitation, c'est-à-dire que si ils vivent dans la jungle, et là c'est le cas, ils sont vraiment nés dans la jungle, c'est vraiment tout un peuple et un mode de fonctionnement. Et donc cette femme se présente à la police puisque elle a retrouvé le sac à dos des filles. Il était dans son village d'Alto Romero, au bord de la rivière Culubre, également appelée la rivière du serpent à cause de son cours. Et cette rivière, elle se situe à 10 km au nord du sommet du Mirador. Le sac à dos bleu contient les paires de lunettes de soleil, quelques papiers, une bouteille d'eau à moitié remplie, leur appareil photo, 2 soutiens-gorge, l'heure de téléphone et un peu d'argent. Sur certaines sources, c'est 83 $, dans d'autres, c'est 88 $. Bon, à peu près 80 $. Si, comme je le pense, après cette vidéo, vous faites votre propre recherche sur cette affaire, vous allez le voir dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de forums, dans beaucoup de vidéos YouTube. On peut lire ou on peut entendre que le sac à dos, il était nickel, dans un très très bon état, comme neuf. Ce qui n'est pas le cas, puisque dans certains rapports, on voit bien qu'il y a des trous, que par moment le tissu est usé, et que quelques affaires à l'intérieur, dont un téléphone, je ne sais plus si c'est le téléphone de Chris ou Lisanne, mais un des téléphones et l'appareil photo étaient quand même bien mouillés. Les appareils étaient endommagés. On a eu accès à ce qu'il y avait à l'intérieur grâce aux experts. On peut aussi voir partout que Irma, elle est passée la veille sur le cours de la rivière et qu'elle a dit que le sac n'était absolument pas là, comme s'il venait d'être déposé. Mais quand on creuse un peu, moi de ce que j'ai vu, elle n'a pas du tout dit ça. Au contraire, c'était un petit peu loin quand même de sa maison et ce jour-là, elle venait juste se baigner dans la rivière et puis elle est tombée sur le sac. En tout cas, cette fausse croyance selon laquelle le sac il était vraiment nickel comme neuf, etc., c'est pas vrai. Retournons à ce qu'on a retrouvé dans le sac. Vous allez le voir, ce que vont découvrir les enquêteurs dans les téléphones et l'appareil photo de Lisanne et Chris, ça fait froid dans le dos. D'abord, les téléphones. Les relevés téléphoniques sont forcément analysés. Chris, elle possédait un iPhone 4 et Lisanne, elle avait un Samsung Galaxy S3. Souvenez-vous, les filles débutent leur randonnée vers 11h et atteignent le sommet du Mirador à 13h. À 16h39, Chris tente d'appeler une première fois le 112, le numéro d'urgence international et puis aussi le numéro d'urgence pour toute l'Europe. À 16h51, Lisanne essaye d'appeler le 112 et si je parle de tentative, c'est parce qu'au-delà du sommet du Mirador, si on s'enfonce un petit peu dans la forêt, il n'y a plus de réseau du tout. Le lendemain, le 2 avril, Chris appelle le 112 à 8h12, Lisanne appelle le 112 à 6h58 et puis elle retente le 112 et le 911 à 10h52. On peut voir ensuite qu'elle cherche du réseau à 13h50 puis à 16h19 et elle laisse son téléphone allumé toute la nuit. Honnêtement là, c'est déjà l'horreur, je n'ose imaginer la panique qu'elles ont dû ressentir pour tenter comme ça de joindre les secours et encore une fois que le problème il soit d'origine accidentelle ou criminelle. Le 3 avril à 7h36 du matin, Lisanne éteint son téléphone et Chris appelle 2 fois le 911 à 9h32. Puis elle cherche du réseau à 11h46 et à 15h59. Le lendemain, le 4 avril, c'est la dernière fois que le téléphone de Lisanne est utilisé. Elle recherche du réseau à 4h50 puis à 5h du matin et malheureusement, la batterie se vide et le Samsung s'éteint à tout jamais. Chris, elle,
tente d'avoir du réseau à 10h16, puis à 13h42. Le 5, elle fait la même chose à des heures relativement similaires, puisqu'elle essaye à 10h50 puis à 13h37, mais pour l'appel de 13h37, elle n'entre pas son code PIN. À partir de là, le code PIN ne sera plus jamais entré dans le téléphone. Je sais que vous êtes en train de cogiter là. Le 6 avril, 2 recherches de signal sont effectuées à 10h26 et à 14h35. Et puis, 4 jours passent sans qu'il n'y ait plus aucune tentative. Et le 11 avril, à 10h51, le signal est à nouveau recherché. 1h05 plus tard, à 11h56, il reste 22% de batterie, mais le téléphone est éteint et ne sera plus jamais rallumé. Entre le 7 et le 11 avril, il y a eu plus de 70 tentatives pour ouvrir le téléphone de Chris. Rien que de vous raconter ça, l'angoisse elle est déjà en train de monter. Les enquêteurs, eux, comprennent que si les filles ont tenté autant de fois de joindre les secours, c'est que la conclusion de l'enquête, forcément, elle sera malheureuse. Et ils ont raison puisqu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Pour la suite et pour la première fois pendant une Auroria, je vais aller chercher mon ordinateur puisque j'ai besoin d'avoir sous les yeux les choses dont je vais vous parler. J'ai besoin qu'on vive ensemble cette analyse. C'est au tour de l'appareil photo d'être analysé. L'appareil est un Canon PowerShot SX270 HS et les premières photos permettent de retracer le voyage de Chris et Lisanne, de leur départ à l'aéroport, à leur première semaine en mode vacances, jusqu'à leur randonnée sur le sentier El Pianista. On les voit très heureuses atteindre le sommet du Mirador. Mais la suite, elle est terrible. Elle est terrible parce que c'est ça qui va sceller leur sort, et puis parce qu'on a les images, parce qu'on les voit minute par minute faire une bêtise. Après le Mirador, sur les photos suivantes, on les voit continuer vers le nord dans la descente des Caraïbes. Et le voilà, le problème est la bêtise. En fait, elles ont continué à marcher au-delà du sommet, alors qu'elles auraient dû faire demi-tour. Et ça, ce n'est absolument pas de leur faute. Avant de partir, elles ont consulté dans leur école le dossier Lonely Planet, où il n'est indiqué nulle part que la randonnée n'est pas une boucle. Sur le sentier, il n'y a aucun panneau non plus pour prévenir les randonneurs qu'après le sommet Mirador, il faut faire marche arrière. Ce n'est pas une boucle. Une fois qu'on a atteint le sommet, il faut faire demi-tour, sinon on s'enfonce dans la jungle. Et les filles s'enfoncent dans la jungle non surveillée où il n'y a plus de réseau. Mais sur le coup, et on le voit sur les photos, elles s'en rendent pas compte. La dernière photo lors de cette randonnée montre Chris, c'est la photo 508, et elle pose au milieu d'un magnifique paysage, il y a un petit ruisseau, enfin c'est vraiment sublimissime. Et puis la photo suivante, la photo 509, elle est supprimée. Selon les enquêteurs, elle aurait été supprimée à l'aide d'un ordinateur. Mais on y reviendra. Toujours sur cet appareil, on se rend compte que la prochaine série de photos, elle a été prise une semaine plus tard, dans la nuit du 8 avril. Entre 1h et 4h du matin, quelqu'un prend 100 photos, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. À partir d'1h29 du matin, une photo est prise toutes les 10 secondes. Ensuite, ça ralentit vers 1h48 avec une photo prise toutes les 30 secondes. La dernière photo, la photo numéro 609, est horodatée à 4h10 du matin. Déjà, on comprend que cette nuit-là, il pleuvait, que le flash a été utilisé. L'une de ces photos est assez étrange puisque on voit un morceau de bois en fait avec une espèce de matière rouge au bout. Donc ça, c'est un petit peu étrange. Et puis surtout, ouh là là, cette fameuse photo, bon, on en reparlera ensuite, mais une photo de ce qui semble être l'arrière de la tête de Chris, puisqu'on y reconnaît ses cheveux roux. Encore une fois, on va analyser plus en profondeur ces photos après, mais déjà, moi, ça avait suffi à me faire peur. Le 14 juin 2014, une autre découverte glace le sang. Sur les berges de la fameuse rivière Culubre, le short de Chris est retrouvé, troué, déboutonné,
mais sans trace de sang. Il était à 5 km du dernier endroit où les filles ont fait une photo en plein jour. Pareil, il y a pas mal de désinformations à propos de ce short. On entend beaucoup partout que ce short, il a été retrouvé nickel, tout propre, plié au bord de la rivière. Absolument pas, c'est totalement faux, il n'a pas été retrouvé plié ce short, il a été retrouvé comme ça, je crois qu'il était même au bout d'une branche ou que sais-je. Il a été retrouvé pas en bon état, troué, enfin il a vécu dans la jungle ce short. Non, il n'a pas été retrouvé plié et repassé. Enfin, la dernière découverte permet aux familles d'avoir enfin quelques réponses, même si elles ne sont pas satisfaisantes. Le 19 juin 2014, les eaux du bassin et une côte sont retrouvées. Ils appartiennent à Chris. Quelques jours plus tard, ce sont les os de Lisanne qui sont découverts, dont un fémur, un tibia et un pied en pleine décomposition encore dans sa chaussure, toujours près de la rivière Culubre. Malheureusement, les squelettes ne sont pas totalement reconstitués. Les enquêteurs estiment avoir réuni à peu près 33% du squelette de Chris et pas plus de 5% du squelette de Lisanne. L'autopsie révèle que les os ont l'air d'avoir subi une chute, et si c'est réellement le cas, on suppose que les corps sont tombés de très haut. Les ossements ne montrent aucune trace d'animal, en tout cas pas de gros animaux. Cependant, on retrouve un petit peu des traces de dents de petits rongeurs. Les os de Chris sont quant à eux un mystère à eux-mêmes, puisqu'ils sont retrouvés très propres. Et ça aussi, ça fait partie du mystère, puisque ceux de Lisanne, ils semblent avoir subi une décomposition assez naturelle. On retrouve encore un petit peu de peau, un petit peu de chair accrochée, mais ceux de Chris, ils sont extrêmement blancs, extrêmement propres, on retrouve des traces de phosphore, et donc pour certains experts, un produit aurait été utilisé pour les nettoyer. J'ai quand même vu que c'était tout de même explicable par une exposition prolongée au soleil. Maintenant qu'on a vu ensemble toutes les découvertes autour de cette affaire, place à l'enquête officielle. Eh bien en fait, il n'y a pas eu d'enquête criminelle, puisque la police, elle persiste et elle signe, c'est un accident. Et voici leur théorie. Selon eux, Chris et Lisanne auraient voulu traverser l'un des ponts de singes et seraient tombés. Vous voyez à l'image ce que c'est les ponts en corde, en bois, situés très haut. Elle serait tombée de l'un de ces ponts, ce qui explique les fractures retrouvées sur certains os, etc. Et puis les conclusions de l'autopsie. Puis ensuite, l'eau de la rivière les aurait emportés. Puis pour ce qui est de la chair, etc., il y a la décomposition dans l'eau et puis le reste aurait été mangé par des animaux. La procureure, elle a une autre théorie. Il me semble d'ailleurs qu'elle est l'un des auteurs d'un livre qui est sorti sur cette affaire, qui s'affiche juste à l'écran. Malheureusement, on ne le trouve pas en français, mais pour elle, les filles auraient été jetées à l'eau après avoir été battues. Elle fait cette conclusion suite au témoignage d'un autre touriste allemand qui, le 5 avril, fait une randonnée à quelques kilomètres du sentier El Pianista. Il aurait déclaré que ce jour-là, il a entendu une femme hurler à l'aide, puis un bruit de détonation. Il aurait ensuite croisé deux hommes et aurait pris ses jambes à son cou. Il s'est enfui. Cette théorie, ça reste une théorie. En tout cas, le mystère s'épaissit puisque plusieurs personnes, dont le guide et puis l'un des membres de l'équipe de recherche, trouvent ça super étrange que dans la jungle, dans la montagne, il n'y ait aucune trace des filles. Rien du tout. L'un des membres de l'équipe de recherche a témoigné et il a dit c'est bizarre quand même parce que normalement quand on cherche des gens, etc., ils laissent des traces, on trouve des objets, ou on trouve des branches cassées, on voit des pas par terre, et là, rien du tout. Et puis concernant la conclusion de l'enquête officielle, niveau timing, ça ne colle pas, parce que le premier pont des singes se trouve trop loin par rapport à leur premier appel au secours. Je vous rappelle qu'elles ont appelé un peu après 16 h. Et puis, les environs de ce pont, ils sont habités, il y a des fermes, il y a des cultures, et personne ne les aurait vus? Personne n'aurait rien entendu? C'est bizarre. Voilà les amis, pour ce qui est des faits concernant l'affaire de Chris et Lisanne. Maintenant, place aux théories. Et il y en a pas mal. On va les voir en long, en large, en travers, mais honnêtement, au bout d'un moment, j'ai dû arrêter de m'écrire parce que il commençait vraiment à y avoir beaucoup de pages. J'ai même pensé à faire cette vidéo en 2 parties tellement il y avait de choses à dire. Donc on va beaucoup parler, mais sachez que tout ça, ça n'est qu'un condensé et que j'ai vraiment dû prendre sur moi pour ne pas continuer, parce que sinon en fait ça m'aurait pris 6 mois d'écrire cette vidéo. Mais écoutez, si vous me sortez de nouvelles théories ou qu'on a d'autres infos entre temps, peut-être qu'un jour, comme la vidéo sur Xavier Dupont de Ligonnès,
il y aura une partie 2 de cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Sans plus tarder, on commence avec les théories. La première théorie, celle qui semble la plus évidente, c'est que Chris et Lisanne se seraient perdus et seraient mortes de causes naturelles, de faim, de soif ou après des blessures. Chris serait morte la première, d'où les tentatives d'appel avec son téléphone, mais avec des erreurs de code PIN. Ça serait tout simplement Lisanne qui aurait tenter le tout pour le tout avec les moyens qu'elle avait en sa possession, à savoir le téléphone de Chris, puisque je vous rappelle que le sien, il s'était déjà éteint depuis plusieurs jours. Et je suis désolée, mais il va y avoir des théories dans les théories, donc la théorie numéro 1, on y reviendra quand je vous exposerai la mienne. Pour une fois, je vais vous détailler ma théorie, puisque j'ai passé tellement de temps sur cette affaire que j'ai réussi à la fin à me faire mon avis. La théorie numéro 2, c'est celle qui dit que Chris et Lisanne se seraient perdus, ou auraient été emmenées par des gens juste après le sommet Mirador, puis elles auraient été assassinées. Certains pensent qu'il s'agit d'un tueur en série, puisque les filles ne sont pas les premières à disparaître dans cette zone, et d'autres sont plus précis et accusent le guide, Feliciano, et son fils, Henry. Et évidemment, il y a une théorie dans la théorie. En fait, cette théorie numéro 3, elle se base sur le fait que les dates ne seraient pas les bonnes. On a les photos, donc Chris et Lisanne, on sait qu'elles ont fait cette randonnée d'El Pianista, mais en fait, elles l'auraient fait le 31 mars. Et le 1er avril, elles seraient allées à la première source chaude de Caldera. Parce que sur internet, une photo a pas mal circulé, et certaines personnes pensent qu'on y voit Chris, Lisanne, Osman Valenzuela et José Manuel, qui sont des amis de Henry, le fils du guide. Henry d'ailleurs travaille avec son père Feliciano. Donc en gros, Henry aurait su qu'il y avait 2 touristes qui allaient faire une randonnée avec son père dans pas longtemps, 2 touristes européennes, et puis peut-être qu'il aurait essayé avec ses copains d'aller les rencontrer. Osman et José, ils ont été interrogés par la police, mais il n'y a aucune suite connue par le public en tout cas. Sur cette photo, on n'a pas plus d'infos. Il n'y a pas grand-chose qui a été confirmé, mais sur internet, ça va très vite, vous le savez. Et c'est vrai que c'est quand même bizarre que les 2 hommes accusés dans cette théorie soient eux aussi morts. Osman est mort quelques jours après la disparition des filles, 3 jours plus tard, le 4 avril, par noyade. La photo aurait d'ailleurs été découverte dans son téléphone. José Manuel, quant à lui, est décédé l'année suivante à cause d'une voiture qui l'a percuté et qui s'est enfuie. Et il reste une 3e mort suspecte, celle de Leonardo González, mort noyé l'année d'après, le 3 mars 2015. Et ce Leonardo serait le chauffeur qui a fait le transfert pour emmener les filles à El Pianista le jour de leur disparition, ou en tout cas selon cette théorie, la veille. Ensuite il s'était rétracté, il avait dit non mais en fait c'est pas moi, de toute façon les européennes elles se ressemblent toutes, j'ai dû me tromper en disant avoir conduit les filles là-bas, parce que dans tous les cas je les ai déposées à 13h40. Et en effet du coup c'est pas possible, puisque les filles, on le voit bien sur les photos, elles avaient commencé leur randonnée à 11h. Et puis ça reste compliqué de prouver que cette théorie est vraie, puisqu'elle n'est pas possible, du moins au niveau du timing, des dates. Les téléphones des filles montreraient qu'elles s'étaient connectées au Wi-Fi de leur école d'espagnol vers 16h le 31 mars. Elles ne pouvaient donc pas être à la randonnée d'El Pianista ce jour-là. Et pourtant, encore une fois, on a les photos, cette randonnée, elles l'ont faite. Donc si elles l'ont pas faite le 31, c'est qu'elles l'ont faite le 1er avril. Et si elles l'ont faite le 1er avril, elles ne pouvaient pas être en même temps à la randonnée d'El Pianista et en même temps sur cette photo dans les cascades d'eau chaude. Elles peuvent pas être à 2 endroits en même temps. Feliciano, le guide, et son fils Henry restent quand même pas mal dans le viseur des internautes. Il faut savoir que Feliciano, il a été beaucoup accusé et qu'il a déclaré ensuite que ça l'avait énormément affecté. Il veut plus trop entendre parler de cette histoire. Mais il y a quand même des internautes, sachez-le, qui vont au Panama et qui réservent la randonnée d'El Pianista avec Feliciano pour voir comment il se comporte, comment se passe la randonnée, etc., etc. Ça va loin. Et même s'il ne souhaite plus tellement entendre parler de cette affaire, il est vrai qu'il y restera lié pour toujours. C'est pratiquement lui qui signale leur disparition. C'est lui qui a été dans la chambre des filles avec Eileen, vous savez, la fameuse amie de la proprio des écoles. Proprio des écoles Ingrid, Eileen, son amie, qui travaille avec Feliciano. Et qui d'ailleurs est repartie vivre en Allemagne tout de suite après la disparition des filles. Après la disparition des filles, Eileen et Feliciano sont allés dans la chambre des filles pendant à peu près 1 heure, et puis ensuite Feliciano il y retourne dans l'après-midi pendant encore 1 heure. Et ça avant
la police. Je ne crois pas tellement à cette théorie, mais en même temps, je me dis pourquoi 2 fois dans la journée, au total, il reste 2 heures dans la chambre des filles, je comprends pas. Et puis, c'est également son équipe et lui qui retrouvent les ossements des filles. Et alors là, il y a encore une théorie dans la théorie, puisque apparemment, Henri, donc le fils de Feliciano, et donc ses amis, Osman, etc., forment un gang. Mais alors là, moi, c'est au-delà de mes compétences, je ne suis pas sur place, et vous vous doutez bien que s'il y avait des gangs là-bas, on trouverait pas de témoignages de toute façon sur Reddit. Hein. Donc, est-ce que tout ce petit groupe-là d'hommes et de jeunes hommes n'ont pas voulu tenter des choses avec les filles, ne les auraient pas coincés pendant leur randonnée, et la suite vous l'imaginez? Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que c'est étrange qu'il y ait tant de morts reliées à la disparition des filles. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire vos avis là-dessus, hein. Vraiment là, je me régale à chaque fois en lisant vos commentaires, mais sur cette affaire, je sens que je vais avoir de la lecture. Ensuite, la théorie numéro 4, c'est que donc les filles, qu'elles soient mortes de manière accidentelle ou tuées par quelqu'un, eh bien, elles auraient été laissées là, comme ça, dans la jungle, et puis elles auraient été retrouvées par les locaux et enterrées par eux selon leurs propres traditions. Parce que là-bas, il me semble qu'ils ont quand même des rituels pour les morts, et c'est pourquoi les os découverts sont retrouvés relativement propres. Et ils auraient préféré ne rien dire pour ne pas entacher leur région et ne pas impacter de manière négative le tourisme. Parce qu'en effet, le tourisme au Panama, c'est une source de revenus qui est hyper importante. C'est 18% du PIB du Panama, soit 4 milliards de dollars par an, en tout cas à l'époque, et d'ailleurs pendant 2 ans après l'affaire Lisanne et Chris, le tourisme a diminué de 10%. Pendant 2 ans, ça a chuté de 10%, et puis 2 ans après, je pense que les gens ont commencé à oublier, et c'est reparti. Je vous avoue que cette théorie, j'y crois pas non plus, parce que je comprends pas pourquoi ils auraient cliné les os de Chris, et pas ceux de Lisanne, puisque ceux de Lisanne, je vous rappelle qu'il reste encore un peu de peau, un peu de chair. Bon, pour moi c'est pas logique, mais comme je l'ai quand même pas mal vu, je préférais vous la partager. Théorie numéro 5, les gars, il faut qu'on parle des photos. On s'est pas encore attardé sur les photos, et encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que beaucoup de gens ont leurs idées quant aux photos prises avec l'appareil photo la nuit du 8 avril. Voici les 3 possibilités, mais avant que je vous les donne, j'ai envie que vous commenciez à écrire votre commentaire. Dites-moi, à votre avis, pourquoi ces photos ont été prises. À votre avis, pourquoi le 8 avril, une centaine de photos ont été prises dans la nuit. Voici les 3 possibilités que moi j'ai notées en tout cas. Soit le flash de l'appareil photo a été utilisé pour prévenir les secours aériens qui peut-être passaient par là, soit les filles elles souhaitaient s'éclairer et voir où elles mettaient les pieds, soit, et cette possibilité là c'est celle j'ai l'impression qui est le plus partagée sur internet, soit quelqu'un a pris ces photos pour faire croire que les filles étaient encore en vie à cette date alors qu'elles étaient déjà morte. Là, c'est à vous de me dire. Concernant cette photo, on y reconnaît un sac en plastique déjà aperçu sur d'autres photos des filles. Elles auraient donc fait elles-mêmes cet assemblage, et certains pensent que c'était pour tenter de se faire voir par les secours, mais d'autres pensent que c'est l'une des filles, Lisanne, qui a posé ça ici pour marquer l'emplacement du corps de son ami, Chris, décédé avant elle. Et ça, encore une fois, à cause des relevés téléphoniques. Puisque je vous rappelle que quelqu'un a utilisé le téléphone de Chris sans savoir rentrer le code PIN. Maintenant, parlons de la photo des cheveux de Chris qui me rend absolument dingue, qui m'a glacé le sang quand je l'ai vu la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Plusieurs théories, à nouveau, les avis sur internet divergent. Plusieurs estiment que cette photo aurait donc été prise par Lisanne à la demande de Chris elle-même, qui aurait soit eu un insecte sur la tête, elle aurait entendu un insecte, ou alors elle se serait fait piquer, ou alors elle aurait été blessée, et puis elle a dit à sa copine « mais le flash, il faut que tu regardes avec le flash ce que j'ai dans le cou ou sur la tête ». Et pour appuyer cette théorie, certains soutiennent qu'on aperçoit du sang sur cette photo. Alors personnellement, j'ai la photo originale sous les yeux. Dites-moi si vous voyez du sang. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y en a qui sont persuadés qu'il y a une tache de sang, que c'est du sang, qu'elle voulait prendre en photo sa blessure. Je vous avoue que je n'y crois pas. Je ne vois pas de sang, par contre, moi je vois un nez et une bouche. Donc je vais vous laisser la photo comme ça. Alors sachez que cette théorie a aussi été partagée sur internet, mais que j'avais vu ça avant de lire cette théorie. Donc c'est vraiment le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu la photo. Tout bonnement parce que la photo, je l'ai analysée sous tous les angles et que je l'ai retournée. Est-ce que vous voyez le nez et la bouche? Parce que si vous ne le voyez pas, un internaute a pris la peine de faire un petit dessin et donc je vais vous le partager. Maintenant que vous avez vu ce dessin, si je vous remets la photo originale,
est-ce que vous voyez un nez et une bouche? Je suis désolée, mais moi je vois des dents, je vois une bouche ouverte, je vois rien d'autre qu'une bouche grande ouverte. On est sûr en tout cas que les cheveux ils sont à Chris. En fait j'arrive juste pas à comprendre comment il y a un nez et une bouche qui se retrouvent là, mais les cheveux j'ai l'impression qu'ils partent de la droite. J'ai l'impression que les cheveux sur la gauche c'est les pointes, les cheveux sur la droite c'est la racine. Donc ça serait pas son visage à elle? Je comprends pas. Je vous avoue que cette photo c'est un mystère, à moins que ce soit, moi j'avais pensé peut-être à un animal. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un animal qui est venu les attaquer et l'appareil photo il est à Lisanne? Est-ce qu'elle a pas rapidement chopé l'appareil photo pour utiliser le flash et voir l'animal qui était en train d'attaquer Chris? Je sais pas. Cette photo n'a aucun sens. Vraiment j'arrive pas à comprendre, et peut-être qu'il n'y a pas du tout de bouche, et peut-être qu'il n'y a pas du tout un nez. Mais j'arrive pas à voir autre chose. En fait, le problème, c'est qu'une fois que tu le vois, tu sais pas voir autre chose. En tout cas, si c'est le visage de Chris, c'est juste horrible d'imaginer que Lisanne, elle a possiblement pris cette photo avec le flash pour voir si sa copine, sa meilleure amie, était bel et bien morte. Toujours concernant cette photo, faut savoir qu'il y a pas mal d'internautes qui ont été choqués par la propreté des cheveux de Chris, et que pour eux, c'est sûr et certain, c'est une preuve qu'elles ont été enfermées à un certain moment, et que par conséquent, elles n'ont pas été sous la pluie, sous l'humidité, d'où les cheveux propres. Pour moi, encore une fois, ça n'a aucun sens, parce que si elles ont été enfermées quelque part, est-ce que vous pensez sérieusement que les personnes qui les ont enfermées, c'était pour faire une sieste? Est-ce que vous pensez que c'était pour leur servir un brunch et leur proposer de se laver les cheveux dans une salle de bain? Pour moi, ça n'a aucun sens, vraiment. Si elles ont été kidnappées, si elles ont été enfermées, j'imagine pas l'enfer qu'elles ont vécu, et à mon avis cet enfer il comporte absolument pas un shampoing. Enfin je suis désolée de dire les choses aussi crûment, mais le fait que ça a l'air propre, c'est surtout qu'il y a un flash. Le flash il est très très près des cheveux, on n'aperçoit pas forcément le sébum avec une photo prise de nuit avec un flash, mais je peux quand même entendre que ce soit surprenant qu'ils aient l'air aussi propres. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis en plein montage, d'où la tête, mais j'ai oublié de vous donner un détail qui fait que je crois encore moins en la thèse criminelle. Le 3 avril à 15h59 dans l'iPhone 4 de Chris, le contact Myriam a été recherché sur WhatsApp. Myriam, c'est la dame qui accueillait les filles en famille d'accueil, et quelqu'un a cherché son numéro sur WhatsApp. Qui à part les filles aurait pu rechercher le numéro de Myriam? Et petit détail supplémentaire, les téléphones étaient restés en néerlandais, donc si les criminels sont du Panama, je suis pas sûre qu'ils auraient vraiment compris comment utiliser les téléphones et l'appareil photo, mais ça, ce n'est que mon avis. Parlons ensuite de la théorie numéro 6 qui concerne la photo 509. Selon les enquêteurs, la photo 509, prise entre les dernières photos où les filles vont bien et les photos prises dans la nuit du 8 avril, eh bien, elle aurait forcément été supprimée à l'aide d'un ordinateur. Eux, avec tous leurs outils, n'ont pas du tout réussi à récupérer les informations concernant ce fichier. On ne sait même pas si c'est une photo ou une vidéo. Tout a juste disparu. Et le problème, c'est que, comme par hasard, c'est la photo qui est entre, encore une fois, le moment où tout va bien et puis le moment où tout va mal. Et je vais donc vous donner toutes les hypothèses qui pourraient expliquer le mystère de la photo 509. Soit, effectivement, quelqu'un a délibérément supprimer cette photo avec un ordi. Mais personnellement, si c'est de potentiels tueurs qui ont fait ça, à mes yeux, ça n'a aucun sens. Je peux vous assurer qu'à peu près, allez, 70% des gens pensent que c'est un ou des tueurs qui ont supprimé cette photo parce qu'elle les incriminait, etc., etc. Donc ils ont supprimé avec un ordinateur, et puis ensuite, dans la nuit du 8, ils auraient fait semblant de prendre des photos en étant les filles, en gros, pour faire croire que le 8, elles étaient encore en vie. Si vraiment c'est ce qui s'est passé, ils sont bêtes, hein. Autant détruire la carte SD ou détruire l'appareil photo. Je pense même que si on n'avait jamais retrouvé tout le contenu du sac à dos, ça aurait été moins mystérieux. On aurait juste retrouvé les ossements, on serait dit bon c'est un accident et voilà. Autant tout détruire et pas s'embêter avec tout ça quoi. Même s'ils voulaient laisser les affaires, ils auraient très bien pu exploser la carte SD et l'appareil contre les rochers et puis laisser ça dans l'eau et dire voilà c'est une chute, tu vois bien. Enfin non, pour moi ça n'a pas de sens que ça ait été supprimé par des criminels. Par contre, effectivement, ça a pu être supprimé d'un ordinateur, et si c'est ce qui s'est passé, eh bien ça pourrait être la police qui a fait ça. Et ça, j'y crois déjà un petit peu plus. Parce que si les photos prises cette nuit-là, elles ont été prises par les filles, et que le flash, il a été utilisé comme un signal d'alerte, parce que vous voyez bien qu'elles mènent toutes vers le haut, vers le ciel. On peut imaginer que la nuit du 8 avril, un hélicoptère est passé au-dessus des filles, qu'elles se sont empressées d'utiliser le flash pour faire comprendre qu'elles étaient là, mais que l'hélico ne s'est pas arrêté. Et si, sur la photo 509, on voyait clairement
les secours. Ça pourrait alors expliquer que la police a supprimé volontairement cette photo, qui serait la preuve ultime qu'ils ont mal fait leur travail, qu'ils ont mal fait leur recherche, qu'ils auraient pu sauver Chris et Lisanne, mais qu'ils se sont loupés. Imaginez si sur cette photo 509 on voit un hélico. La nuit du 8, il y avait des recherches aériennes, mais selon les rapports qui sont à prendre avec des pincettes que j'ai trouvées sur internet, les recherches aériennes ce jour-là se sont arrêtées à minuit, et les photos sont prises après 1h du matin. Est-ce que les recherches s'étaient vraiment arrêtées à minuit ? La dernière possibilité, que beaucoup ont de mal à accepter, mais elle existe quand même cette possibilité, c'est que l'appareil ou la carte SD a été endommagée. Et ça peut arriver. Les filles faisaient beaucoup de photos, dont des selfies. Je me demande si tout ce drame, ça n'a pas commencé par une chute pendant un selfie. Sur les dernières photos, pendant la randonnée, Chris et Lisanne, elles sont près d'un cours d'eau. Et si l'une d'elles a chuté avec l'appareil pendant un selfie, la photo 509, si ça se trouve, elle a juste pas pu s'encoder correctement. Et puis en plus, peut-être que l'appareil a pris l'eau. Et ça serait la raison pour laquelle elles ont dû attendre une semaine avant de pouvoir l'utiliser à nouveau, l'appareil. Sans doute qu'il a fallu attendre qu'il sèche complètement. Souvent, on dit que dans tout type d'affaires, dans tout type d'énigmes, la solution la plus simple est souvent la bonne. Et pour être en contact avec beaucoup d'appareils photo et beaucoup de cartes SD depuis plus de 12 ans maintenant, je peux vous assurer que oui, c'est rare, mais ça arrive. Parfois, il y a une carte SD qui pète un boulon, on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas l'expliquer. Tu enregistres et tout va bien et machin. Tu connectes la carte SD sur l'ordinateur et il y a un fichier qui a disparu, qui ne s'est pas encodé et tu peux utiliser tous les logiciels du monde, la vidéo ou la photo, c'est comme si elle avait jamais existé. C'est terrible que ça arrive dans une affaire pareille, mais c'est possible. Avec toutes ces nouvelles informations que je viens de vous donner pendant les théories, je vais me permettre pour une fois de vous exposer ma théorie, mais encore une fois là c'est mon avis, on parle de mon ressenti, ce n'est pas la vérité, bref vous avez compris. C'est pas parce que j'expose la mienne que je n'accepte que la mienne, pas du tout, j'ai hâte d'avoir vos avis. Ma théorie, elle part d'une information que je vous avais cachée jusqu'à maintenant. Lisanne, en fait, elle avait un problème au pied, comme elle le décrit dans son journal intime le 20 mars 2014. Elle écrit dans son journal « J'ai les pieds tellement gonflés, ça doit être à cause de la chaleur que mes chevilles ressemblent à des jambes de rhinocéros. » De plus, les autopsies révèlent que Lisanne souffrait d'une périostite au tibia. C'est une lésion qu'on voit souvent chez les coureurs. Et ça, je pense, c'est mon avis, qu'on peut l'expliquer par sa pratique intensive du sport, notamment du volley, et puis que les randonnées n'ont pas dû aider. Elles ont quand même beaucoup marché pendant le début de leur voyage. Et puis pour soigner ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Une seule chose à faire, c'est le repos. Et plus tu marches, et plus tu souffres. Je pense qu'à un moment donné, pendant cette randonnée, Lisanne, elle a dû souffrir le martyre. Imaginons qu'elle ait déjà du mal à avancer, qu'elle a du mal à tenir sur ses jambes, et qu'à un moment, soit elle tente un selfie, soit elle veut encore prendre Chris en photo de loin, et là, catastrophe, elle chute. Elle chute parce qu'elle a déjà mal aux jambes. Elle fait tomber l'appareil dans l'eau, elle se fait encore plus mal à la jambe et elle doit désormais s'immobiliser. Ça expliquerait que 5 heures après le début de la randonnée, Chris et Lisanne commencent à appeler les secours. Voilà, il y a la chute, petit accident, on est en plein milieu de la jungle, viens on appelle les secours parce que là tu peux plus marcher. Elle tente d'appeler les secours, les appels n'aboutissent pas et malheureusement vers 18 h, le soleil il commence à se coucher. Là, Chris et Lisanne, elles sont bloquées à un endroit sans réseau. Sûrement, je me dis encore une fois que Chris, elle a pas voulu laisser Lisanne toute seule. En tout cas, je pense pas que j'aurais laissé un ou une amie comme ça en plein milieu de la jungle. Je pense que peut-être c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais est-ce que vous l'auriez fait ? Moi perso, je crois pas que je l'aurais fait, donc les deux amis vont devoir passer la nuit dans la jungle. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, et cette information-là, elle est vérifiée, mais pourtant personne n'en parle. J'ai vraiment dû fouiller les tréfonds d'internet et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas, donc je suis ravie de vous partager cette info. Le lendemain, le 2 avril à 11 h 13, à cet endroit, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 6. Ce n'est pas le plus grand des tremblements de terre, mais de magnitude 6, il me semble que c'est quand même pas rien. Et soit ce tremblement de terre, il leur a fait encore plus peur, parce que déjà, imaginez-vous, dans cette théorie, elles viennent de passer la nuit dans la jungle, imaginez-vous les bruits que ça doit faire dans une jungle, j'imagine ça vraiment en mode Lost, pour ceux qui ont vu Lost, les arbres, etc. qui se couchent, vous voyez. Soit ça les a désorientés encore plus, parce que parfois, un tremblement de terre, ça peut vous désorienter. Et là, le piège se referme. Parce qu'elles n'ont pas de nourriture, parce qu'elles ont
très peu d'eau. D'ailleurs, petit truc de survie, on peut survivre sans manger pendant plusieurs jours. Parce qu'il y en a qui disent mais elles n'avaient pas mangé, donc comment elles auraient survécu jusqu'au 11 avril, etc. Jusqu'au 11 avril, c'est totalement faisable sans nourriture. Sans eau, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous rappelle qu'elles avaient une bouteille d'eau, puis qu'il y avait aussi des cours d'eau, une rivière, etc. Le problème, c'est que les habitants de la région, eux, ils peuvent boire cette eau parce qu'ils sont habitués. Le corps s'y fait, les bactéries dans l'estomac, etc. te permettent de résister. Mais quand on est touriste, on ne peut pas forcément boire cette eau comme on boirait de l'eau potable parce qu'il se passe la tourista, tu deviens malade. Je vous passe les détails, mais quand on a la tourista, on va beaucoup aux toilettes, ce qui fait qu'on se déshydrate énormément. Et donc à ce moment-là, moi je pense que pour les filles, ça a dû être un cercle vicieux parce que ton instinct de survie te dit de boire cette eau, tu bois cette eau, tu tombes malade, tu te déshydrates, donc tu en bois de moins en moins. Vous comprenez l'enfer que c'est. En plus de ça, elles ne veulent peut-être donc pas se séparer. Elles économisent comme elles peuvent la batterie de leur téléphone, parce que elles l'éteignent, elles rallument, elles éteignent, elles rallument. On voit qu'elles essayent de tenir la batterie des téléphones jusqu'au bout. Elles passent des jours près de la rivière à attendre, et puis avec leur dernière force, elles tentent d'envoyer des signaux avec leur flash d'appareil photo. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que Chris est décédée la première. Je pense que Chris est morte aux alentours du 5 avril, si je me trompe pas, et Lisanne le 11 avril, puisqu'il restait quand même 22% de batterie sur le téléphone et qu'il a jamais été réutilisé. Donc pour moi, Lisanne est morte le 11. C'est mon avis personnel. Pour moi, il n'y a pas de côté criminel. Les criminels, c'est ceux qui n'ont pas mis sur le sommet Mirador qu'il fallait faire demi-tour. Elles étaient quand même un peu sportives, il leur restait du temps, le soleil se couchait pas. J'aurais pu faire cette bêtise, franchement j'aurais pu faire la bêtise s'il n'y a pas de panneau. Bon vas-y on continue, c'est trop beau, peut-être qu'on va avoir des paysages encore plus beaux, on va faire des belles photos. Pour moi c'est pas étonnant, sauf qu'une fois que tu y es, que t'as plus de réseau, tu peux quand même vite te perdre ou être désorienté, surtout si le lendemain il y a un tremblement de terre, là c'est foutu. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi elles ont pas fait demi-tour, pourquoi elles ont pas fait demi-tour. Il y a quelqu'un sur Reddit qui a montré la photo de quand tu arrives au Mirador et la photo de quand tu continues, et en fait c'est hyper similaire. Je sais qu'il y en a qui vont penser mais c'est impossible de se perdre, etc. Moi quand je vois les photos, franchement j'aurais été capable de me perdre. Vraiment j'aurais été capable de partir dans le mauvais sens en pensant que je faisais demi-tour. Donc si ça se trouve, les filles, elles pensaient qu'elles faisaient demi-tour. Mais ça c'est encore pire comme scénario. Parce qu'elles ont dû continuer et se dire putain mais c'est bizarre. Enfin, le moment où elles ont réalisé qu'elles étaient pas sur le bon chemin, le moment où elles ont réalisé qu'elles étaient perdues, c'est horrible. Si c'est ce qui s'est passé, l'enfer qu'a dû vivre Lisanne du 5 avril au 11 avril, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, encore une fois, on parle d'un voyage entre meilleures amies à l'autre bout du monde. Elles n'ont que 21 et 22 ans. Et d'un coup, tu te retrouves perdu dans la jungle panaméenne. Et là, le 5, tu vois qu'en fait, ta meilleure amie est en train de mourir. Et tu peux rien faire. Et après, elle a dû attendre, elle, sa propre mort. Enfin, honnêtement, c'est terrifiant. Malgré ma théorie en laquelle je crois dur comme fer, il reste quand même dans cette affaire des questions sans réponse. Lisanne et Chris, ce sont des jeunes femmes qui écrivaient beaucoup dans leurs journaux intimes, même les détails les plus insignifiants. Elles partageaient tout à l'écrit, et puis elles envoyaient aussi des cartes postales à leur famille pendant ce voyage. Donc beaucoup se demandent, et moi la première, pourquoi elles n'ont pas enregistré de messages. Pourquoi elles n'ont pas tenté d'envoyer de SMS. Je rappelle quand même qu'on n'a pas toutes les informations sur ce qu'il y avait dans les téléphones ni dans la caméra. Les photos de la caméra, on ne les a pas toutes, et puis elles ont leaké en fait, hein. Elles n'étaient pas censées être partagées au grand public. Et c'est vrai que nous, en tant que grand public, on peut se demander pourquoi on n'a pas entendu parler soit de tentatives de SMS ou de messages vidéo avec les caméras. Pourquoi elles se sont pas prises en vidéo, pourquoi elles n'ont pas laissé de messages à leurs proches. Soit on les a pas eu, soit moi je me dis que dans l'effervescence du truc, dans la panique et tout, est-ce que tu te rends vraiment compte de ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu te rends vraiment compte que c'est la fin? Parce que psychologiquement, je me dis que laisser une vidéo d'adieu à tes proches, c'est abandonner. C'est accepter que c'est la fin. Et je pense que à cet âge-là, tu acceptes pas en fait que c'est la fin, et tu dis qu'à un moment donné, les secours vont arriver. Surtout si t'entends au loin des hélicoptères. C'est vrai que je trouve ça bizarre, et en même temps, pas tellement. La deuxième question sans réponse, c'est pourquoi elles n'ont été vues par personne, pourquoi elles n'ont pas croisé d'autres touristes, même pendant qu'elles étaient sur le bon côté en fait de la montagne, du sommet, pourquoi personne ne les a croisées. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette randonnée et qui ont dit non mais attends, on croise plein de gens quoi, on se croise entre nous, entre touristes, et puis il y a des habitants dans la jungle.
Pourquoi personne ne les a vus? Alors ça c'est vrai que c'est hyper bizarre. Je comprends pas pourquoi on n'a pas de témoignages même d'autres touristes qui auraient aperçu les filles. Autre question sans réponse, et ça je pense que c'est une question, si je puis me permettre, posée par les hommes, puisque il y a beaucoup de gens qui disent mais trop bizarre qu'on retrouve leur soutien-gorge dans le sac à dos, pourquoi ils sont là dans le sac à dos? Mais alors là... parce que ça fait mal, les soutiens-gorge, c'est désagréable. Tu passes pas 10 jours dans une jungle en gardant ton soutif. Juste pour information, les personnes qui portent des soutiens-gorge, la première chose qu'ils font en rentrant, c'est l'enlever. Et je pense pas que tu passes en mode survie dans une jungle en gardant ton soutien-gorge. Donc vraiment, c'est une question sans réponse, mais en vrai, nous, on a la réponse. La dernière question sans réponse, ça c'est une info que j'ai vu passer partout. En fait, les filles seraient parties faire cette randonnée avec le chien de leur famille d'accueil, la famille de Myriam. Et puis le chien serait rentré tout seul, sans les filles. Alors c'est faux, c'est archi faux. Et le chien dont on parle, c'est le chien qui s'appelle Blue ou Azul. Et lui, il appartient au proprio du restaurant situé au début de la randonnée d'El Pianista. Et il est vrai que parfois, ce chien, il commence un petit peu la randonnée avec les touristes, puis au bout d'un moment, il fait demi-tour et il rentre chez lui. Est-ce qu'on est sûr que ce chien a commencé la randonnée avec les filles? Absolument pas. Il n'y a rien qui nous permet de l'affirmer. Il n'est pas sur les photos, on le voit même pas dans le reflet des lunettes de soleil des filles. Les propriétaires non plus ne l'ont pas confirmé. Donc cette question sans réponse qu'on voit parfois sur internet, il y a une réponse. Je pense que ce chien n'a pas fait la randonnée avec les filles. On en a fini avec les questions sans réponse, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires et si j'ai la réponse, je vous la donnerai. En tout cas, en août 2014, les familles des filles décident de retourner au Panama afin de refaire la randonnée d'El Pianista. La vidéo, elle est disponible sur YouTube, je vous mets quelques petits extraits là, mais si vous voulez la voir en entier, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et les familles sont accompagnées par le guide Feliciano. We zijn nu ongeveer een uurtje onder de top van de Pianista. We hebben even een kleine pauze. Het pad is nog steeds erg duidelijk. En het is goed te doen. Je kan er niet vanaf vallen hier. Maar we weten dat dat nog niet gebeurd is. De top. We moeten even wachten, want er komen koeien naar beneden. Hey, ¿qué tal? Hola, hola hijo. Hola. Hola. Hola, novillo, perro. Het is 8 uur, we zijn nu op de top van de Pianista. En dit is de plek waar ze, Chris en Lisanne, foto's van elkaar genomen hebben. Om ongeveer 1 uur 's middags op 1 april. Je kan ongeveer dezelfde positie zien. Chris stond hier. You can't go wrong here. Zodat de conclusie is van de gids ook, je kan hier niet fout lopen. En als je hier om 1 uur bent 's middags en het is mooi weer. Maar de laatste foto is genomen waar Chris op staat. Nou, ik zal de... I can take one picture. Dit is de foto waar Chris op staat om 2 uur op 1 april. En dit is dezelfde plek. Het is duidelijk te zien aan de andere kant van waar het pad doorgaat. We kunnen nog steeds maar één kant op eigenlijk. Dus dit is ja. Ons wel duidelijk eigenlijk. Nou ja, wij geloven niet dat ze van het pad af is gegaan. Geloven we echt niet. Nee. Nee, precies. Zo stom is ze niet. Zo stom is ze niet. En je moet hier echt moeite doen om te gaan verdwalen. En dat gaan ze echt niet doen. Nee. Als ze wat gebroken zouden hebben, zouden ze zeker op het pad blijven. La famille de Lisanne finit par accepter la thèse de l'accident, mais celle de Chris pense qu'elles ont été tuées. Et ça, elles vont le penser un petit moment. Et puis après quelques années, ils finissent tout de même par se résigner et par parler d'accident. Alors il y en a qui pensent qu'ils ont fini par accéder à des infos que nous on n'a pas. Peut-être des photos ou des vidéos que nous on n'a pas eu, des messages qu'on n'a pas eu. Mais aujourd'hui, les deux familles pensent que c'était un accident. Désormais, il y a un panneau pour prévenir les randonneurs qu'il ne faut pas continuer au-delà du sommet du Mirador, et il y a aussi un hôtel qui rend hommage à Chris et Lisanne. Lonely Planet a modifié sa brochure, vous savez c'est la brochure qu'avaient feuilleté les filles à l'école, pour annoncer que 2 néerlandaises étaient mortes lors de la randonnée d'El Pianista et qu'il fallait y faire attention. Ça aurait été bien que ce genre d'infos soit partagé
avant. Et ça, ma team YouTube, c'était l'affaire de Chris Kremers et Lisanne Froon. Pour moi, c'est accidentel, mais ça n'en reste pas moins affreux, ça n'en reste pas moins horrible. Encore une fois, j'ose imaginer la panique en fait, la panique. Elles avaient tellement de rêves, elles avaient tellement de projets. Je trouve ça tellement triste. J'ai pas vraiment les mots pour conclure cette vidéo en fait. Vraiment, Bref, même si cette histoire finit très mal et qu'elle est triste, j'espère tout de même qu'elle vous a plu. Enfin, non, pas l'histoire. J'espère que le contenu, surtout, vous a plu. Encore une fois, dans les commentaires, vous avez trop de taf. Je veux évidemment connaître votre avis sur mon contenu et sur cette affaire. Je veux connaître votre théorie. Et puis, je veux savoir si vous connaissiez cette affaire ou si vous venez de la découvrir. Et si vous venez de la découvrir, je suis vraiment désolée. Je vous mettrai dans la barre d'infos la page qui concerne cette affaire sur Reddit. Vous allez vous casser le crâne. Je lis tous les posts depuis des semaines, tous les soirs avant de m'endormir, et je pense que c'est aussi pour ça que j'en ai fait des cauchemars. Mais dites-moi, j'ai vraiment trop hâte de savoir ce qu'il en est. Si mon contenu vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce vers le haut. Je le dis à chaque fois, mais ça m'encourage énormément, et puis ça permet de la faire popper dans les suggestions d'autres personnes sur YouTube, donc ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux mois d'Halloween, et sur ce, moi je vous fais très gros bisous. Je vous dis à la fin du mois pour une prochaine Auroria et surtout, prenez soin de vous. Ciao!